Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres à la une de ce journal. Nous parlerons du programme social du gouvernement, un ensemble d'actions pro-pauvres que veut actionner l'État ivoirien dès cette année 2019. Et puis la Côte d'Ivoire a conclu sa présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Tout le mois de décembre 2018, 4 débats de haut niveau ont été organisés, 5 résolutions ont été adoptées et 3 déclarations présidentielles ont été actées. Une mission réussie sur laquelle nous revenons ce soir. Et une autre mission réussie. Pour la première fois, un engin spatial s'est posé sur la face cachée de la Lune. Cette mission n'est ni russe, ni américaine, ni chinoise. Le module d'exploration a quitté la Terre le 8 décembre dernier. Il a aluni ce 3 janvier avec à son bord un robot lunaire qui collectera des données durant 1 ou 2 mois. Bienvenue dans ce 23h. Le programme social gouvernemental, il se positionne comme la boussole sociale de l'État. Présenté par le chef de l'État Alassane Ouattara, dans son discours de fin d'année, ce programme devrait donner une nouvelle dynamique aux actions de lutte contre la pauvreté dans notre pays. Les détails avec Adama Koné. Le gouvernement ivoirien est plus que jamais focalisé sur le social. L'adresse du chef de l'État à la nation ivoirienne porte éloquemment cette vision. Je veux dire à chacune et à chacun de vous ma détermination à tout mettre en œuvre pour améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Un des discours qui ne s'attarde pas sur les performances économiques. Tout au plus, le chef de l'État rappelle le fruit des efforts entrepris lorsqu'il cite les derniers rapports du classement Doing Business qui fait gagner 17 places à la Côte d'Ivoire ou l'indice Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance ou encore les avancées avec le Millennium Challenge Corporation. Aujourd'hui, il est question de transformer ces succès économiques et de gouvernance en réalité sociale pour les Ivoiriens. Toute chose qui se traduit dans la structure des budgets adoptés depuis 6 ans. Les dépenses pro-pauvres ont évolué de 1080 milliards de francs CFA en 2012 à 2290 milliards 800 millions de francs CFA en 2018, soit 34,07% des dépenses annuelles affectées à l'éducation, à la santé, à l'assainissement, à l'électrification rurale, à la fourniture d'eau potable et au transport, entre autres. Le président a donc donné la vision. Une vision qui doit être conceptualisée en stratégie. C'est justement à ce niveau qu'intervient le programme social du gouvernement. Versant social important du plan national de développement PND consigne la stratégie à déployer en 5 points. 5 vitesses sociales pour le mieux-être et le mieux-vivre de la population. La vision définie par le chef de l'État, la stratégie trouvée par le gouvernement, il reste l'opérationnalisation, et elle est imminente. Le programme social du gouvernement, qui sera mis en œuvre dès 2019, abordera toutes les problématiques sociales avec beaucoup plus d'ampleur et de pragmatisme, afin de garantir à tous des résultats immédiats et durables. Le 10 ans, le chef de l'État sait que le budget de réalisation est bouclé. Ce sont 727 milliards 500 millions de francs CFA qui seront débloqués sur 2 ans pour donner aux citoyens ivoiriens un niveau de vie à l'abri des besoins existentiels. La Côte d'Ivoire a présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies le mois de décembre 2018. Au cours de cette présidence, 4 débats de haut niveau ont été organisés, 5 résolutions ont été adoptées et 3 déclarations présidentielles actées. Le chef de l'État Alassane Ouattara a relevé sa satisfaction au cours de son discours de fin d'année. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Côte d'Ivoire a réussi son mois de présidence. Et ce soir, le dossier présenté par Michel Digré fait le bilan de la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies par la Côte d'Ivoire.
Fin décembre 2018, réception des représentants des missions diplomatiques auprès de l'ONU pour clore la présidence du Conseil de sécurité par la Côte d'Ivoire. Un mois au cours duquel le pays a affiché ses capacités à diriger cet important organe des Nations Unies. La Côte d'Ivoire rayonne dans le monde. Notre diplomatie permet aujourd'hui à notre pays de jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. C'est ainsi qu'après notre entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies, en qualité de membre élu en janvier 2018, nous avons assuré la présidence de cette prestigieuse institution durant ce mois de décembre 2018. Ainsi, nous avons été en mesure de partager notre expérience en matière de sortie de crise, de maintien de la paix, de reconstruction post-crise, de paix et de stabilité. C'est le 1er décembre 2018 que la Côte d'Ivoire prend les rênes de la présidence du Conseil de sécurité. La mission permanente de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies à New York est à pied d'œuvre pour relever ce challenge 11 mois après l'entrée du pays au Conseil de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, boucle les derniers réglages avec ses collaborateurs. Le 3 décembre, le chef de l'État ivoirien arrive à New York. Le président Alassane Ouattara dirige le 5 décembre le débat présidentiel sur le thème « Consolidation et pérennisation de la paix, reconstruction post-crise, paix, sécurité et stabilité ». La reconstruction post-conflit, la paix et la stabilité durable nécessitent en tout premier lieu l'existence d'un gouvernement qui tire sa légitimité d'élections démocratiques et transparentes. Ensuite, la mise en place et le redéploiement d'une administration fiable qui inspire confiance. En troisième point, un processus de réconciliation crédible, mais également une réforme du secteur de la sécurité qui conduit à une armée et des services de sécurité professionnels. Et enfin, un plan d'investissement d'urgence pour la fourniture équitable de services sociaux de base et bien évidemment avec comme objectif la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Le 6 décembre, c'est au tour du ministre Marcela Montano de présider le débat ministériel sur l'implication des États et des organisations sous-régionales pour plus d'efficacité dans la prévention et la résolution des conflits. Dans ce monde globalisé, où aucune organisation ne saurait à elle seule porter le poids de la responsabilité de la gestion des menaces qui pèsent sur la sécurité collective, le renforcement de la coopération et de la coordination entre les acteurs nationaux, les organisations sous-régionales, régionales et les Nations Unies s'impose comme une impérieuse nécessité. La recherche d'une approche plus inclusive de tous les acteurs, prenant en compte une claire définition des responsabilités, demeure, à notre sens, le moyen le plus efficace pour assurer la prévention et la gestion des conflits qui sont au cœur de l'agenda du Conseil de sécurité et fondent son existence. Au cours de cette présidence, ce sont au total 4 débats de haut niveau qui ont été organisés, 5 résolutions ont été adoptées et 3 déclarations présidentielles actées. Pour y arriver, la Côte d'Ivoire est restée fidèle à son principe de la recherche de la paix par le dialogue. J'évoquerai la gestion équilibrée de la séance d'information sur le Kosovo, dont la programmation a appelé de notre part un sens de l'équité et la volonté de créer un cadre d'expression pour toutes les parties afin qu'elles s'écoutent et se comprennent en dépit de leurs nombreuses divergences. Nous avions en effet invité les présidents Vučić de Serbie et Thaçi, le Kosovo, à venir dialoguer en présence des membres du Conseil de sécurité, ce qui a permis d'éviter une autre crise aux conséquences incalculables dans les Balkans. Pour l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, le pays peut être fier de son mois de présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit d'un bilan globalement satisfaisant au regard des messages de félicitations que notre pays a reçus des États membres du Conseil pour la qualité du travail abattu
dans un mois de décembre connu pour être court et chargé en termes d'activités imprévues. Nous voulions une présidence équilibrée, ouverte et promotrice de consensus et d'unité entre les membres du Conseil. Je pense que nous l'avons réussi en restant surtout ouverts aux nombreuses demandes de séances d'information, de consultation, de formulariat et d'AOB à la requête des États membres de l'ONU. La fin de la présidence ivoirienne marque également l'entrée de 5 pays au Conseil de sécurité à partir de ce mois de janvier en tant que membres non permanents pour un mandat de 2 ans. Il s'agit de l'Allemagne, l'Afrique du Sud, la Belgique, l'Indonésie et la République dominicaine. Il remplace l'Éthiopie, le Kazakhstan, les Pays-Bas, la Suède et la Bolivie. Une mission donc réussie pour la Côte d'Ivoire à la fin de son mandat de la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un autre mandat se termine, c'est celui de l'ambassadeur de la République de Turquie en Côte d'Ivoire. Après 4 années de présence sur le sol ivoirien, il est en fin de mission. Son Excellence Ezra Demir regagne son pays. Un dîner d'adieu lui a été offert par le gouvernement ivoirien, Olivier Eriebi et Abdoulaye Koné. 4 ans et 5 mois, c'est le temps qu'aura duré la mission d'Ezra Demir en Côte d'Ivoire, une période mise à profit dans le renforcement de la coopération ivoiro-turque et qui a favorisé la signature de plusieurs accords dans divers domaines. Au plan économique, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une hausse de 10,85% en 2017, des échanges qui se chiffrent à 204 milliards de francs CFA pour une hausse de plus de 40 milliards par rapport à 2016. Le représentant du ministre des Affaires étrangères a traduit toute la reconnaissance du gouvernement à l'ambassadrice en fin de mission. Vous avez incarné parfaitement l'image de la Turquie en Côte d'Ivoire. Vous avez été le visage de la créativité et du dynamisme débordant de votre pays. En même temps que vous avez été le serviteur dévoué, le serviteur de son ambition, de son influence et de son rayonnement dans le monde. Pour sa part, la diplomate turque a exprimé toute sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour les conditions agréables de collaboration dont elle a pu bénéficier. J'ai eu l'honneur, durant ma mission en Côte d'Ivoire, de collaborer avec 3 différents ministres des Affaires étrangères. J'ai passé 4 années enrichissantes en Côte d'Ivoire pour ma vie professionnelle, mais aussi pour ma vie privée. J'ai eu le plaisir de visiter de nombreuses villes en Côte d'Ivoire, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il m'a été donné de découvrir la gentillesse et l'hospitalité légendaire des Ivoiriens dans tous les endroits où je me suis rendue. Je me suis faite de nombreuses amitiés ici que je compte conserver et pérenniser même en étant hors du pays. Les deux pays ont tissé des relations diplomatiques en 1964, mais c'est 45 ans plus tard que la Turquie va ouvrir une représentation diplomatique en Côte d'Ivoire. Ezra Demir est le 2e ambassadeur accrédité en terre ivoirienne. Elle a été faite commandeur de l'Ordre national lors de cette cérémonie. Après les dernières élections municipales en Côte d'Ivoire, les conseils municipaux de certaines localités n'ont toujours pas été installés. Ces communes seront exceptionnellement pour quelque temps dirigées par des délégations spéciales, comme le prévoit la loi ivoirienne sur les collectivités territoriales. Les dirigeants provisoires des communes du Plateau et de Port-Bouët ont été installés hier mercredi. Le rôle de cette gestion est expliqué ici par Kolo Koulibaly. Les maires intérimaires du Plateau, Jacques Yapi et Touré Lanciné de Port-Bouët ont passé les charges au président des délégations spéciales de ces 2 communes. Le préfet d'Abidjan, Toby Rié-Vincent, a même signé les premiers actes. Il a insisté sur le caractère purement administratif de sa mission. Nous voulons rassurer tout le monde. Il y a la nécessité de respecter nos textes. Et nous ne pouvons pas laisser une vacance ou un flottement dans la gestion administrative. Les populations ont besoin de poser des actes courants de la vie quotidienne. Et ces actes-là sont dirigés par des textes et par des hommes qui assurent l'animation des services communaux. Donc en mettant en place cette délégation spéciale, on permet cette continuité du service public. Les représentants du ministère de l'Intérieur, Nassad Dakouri, inspecteur général,
et Auguste Zogueyi, inspecteur des services décentralisés, ont expliqué le fondement légal de cette décision. Quand parfois des troubles ou des situations un peu spéciales empêchent l'administration de bien fonctionner, l'État s'est donné les moyens à travers la loi d'assurer la pérennité de l'administration pour que les populations ne soient pas pénalisées. C'est une situation d'exception, mais je le répète, elle est prévue par la loi. Pour le moment, la délégation que nous installons maintenant est là pour 3 mois. Si des projets ont été adoptés et approuvés, s'ils sont en cours d'exécution, il faut décaisser progressivement pour que les travaux puissent être exécutés progressivement. C'est leur travail, ça. Les petits matériels et fournitures de bureau, leur mission, c'est de payer cela. Bon. Les frais de prestation des services tels que le gardiennage et l'entretien des locaux. Voilà ce qu'ils doivent faire. Leur rôle ne consiste pas à faire des investissements nouveaux. Selon la loi sur les collectivités territoriales, si au 31 décembre, le nouveau conseil municipal n'est pas installé, l'administration publique met en place une délégation spéciale. Elle est chargée d'assurer les affaires courantes dans un délai de 3 mois, renouvelable 3 fois. Dans le département d'Anyama, la voie d'Aguien-Télégraphe est de nouveau praticable. C'est un soulagement pour les populations de cette localité. La voie, située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, vient d'être reprofilée à l'initiative du secrétaire national du Front populaire ivoirien d'Anyama. Une action accueillie dans la joie par les habitants de ce village ainsi que par les autorités préfectorales. Le reportage de Moussa Konaté. L'impatience se lit sur son visage. À cet endroit du village d'Aguien-Télégraphe, localité dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé, département d'Anyama, Elisabeth attend l'arrivée de la pinasse pour se rendre en ville. On ne peut pas passer par la voie normale. Pour aller à Abidjan, on paye 200 pour arriver derrière l'eau. De là-bas, maintenant, on prend une voiture pour aller à Benjerville. De Benjerville, tu prends encore voiture pour aller à Abidjan. Cette embarcation est le principal moyen de déplacement pour les populations d'Aguien-Télégraphe. Située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, l'accès par la voie est difficile. Pour sortir, c'est difficile. La voiture de transport, la DINA, vient le matin à 6 h. Quand elle retourne, il faut le lendemain encore. Quelqu'un qui est malade, c'est difficile. Même en moto, tu ne peux pas là. Fils de la région, le secrétaire national du Front populaire ivoirien décide d'apporter son soutien. Le reprofilage de la route est lancé. Lors de la campagne de 2016, j'ai été candidat dans cette région et j'ai fait la promesse à ma population d'Adjien qu'au moment opportun, je vais faire profiler la voie pour eux. Et Dieu merci, le moment est venu. C'est donc un soulagement pour les habitants d'Aguien-Télégraphe. Les autorités coutumières et préfectorales invitent les autres cadres à suivre cet exemple afin de contribuer au mieux-être des populations. Dans le chapitre politique de ce jour, le congrès constitutif du RHDP se tiendra le 26 janvier prochain. Mais déjà, la jeunesse qui s'identifie à ce mouvement se mobilise pour une participation massive à ce rassemblement. Une stratégie révélée à la presse ce jeudi au cours d'un déjeuner-débat. Le compte-rendu de Herman Guivet. Le président du RJR, le Rassemblement des jeunes républicains d'Ascensan, avec les présidents de jeunesse des partis qui composent le RHDP, réunis pour un déjeuner-débat avec les journalistes. Objet de ce déjeuner-débat, échanger sur les sujets politiques d'actualité, mais aussi et surtout lancer un message de mobilisation à l'endroit des jeunes, en vue de les inviter à prendre une part active au congrès constitutif du RHDP qui se tiendra le 26 janvier prochain. C'est une chance pour nous d'avoir un bâtisseur à la tête de la Côte d'Ivoire, comme le président Alassane Ouattara, et d'avoir un gouvernement consciencieux comme celui du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous avons déjà un programme d'activité qui part des tournées à l'organisation de l'Assemblée générale du RJDP. Et le 12, nous envisageons une Assemblée générale du RJDP qui va rassembler au moins 2000 responsables de base. Et le message du Congrès va leur être donné dans des termes très clairs afin qu'ils puissent l'approprier et qu'ils puissent aussi le relayer à la base pour une mobilisation réussie le jour du Congrès, c'est-à-dire le 26 janvier 2019. Le Rassemblement des jeunes républicains, dans une action concertée avec les autres structures de jeunesse des partis qui composent le RHDP, entend ainsi maintenir allumée la flamme de la mobilisation jusqu'au jour du Congrès.
Et dans le domaine de la santé, le centre kinémédical initie une formation de sensibilisation des populations sur les affections infantiles. L'objectif est de sensibiliser les futures mères sur l'importance des consultations prénatales pour éviter les malformations dues à un manque de suivi correct des grossesses. Cita Soro. Selon l'OMS, on estime à 975 millions le nombre de personnes handicapées à travers le monde, dont 5,1% d'enfants de 0 à 14 ans. La plupart de ces personnes sont souvent victimes de stigmatisation et n'ont pas accès à l'éducation. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge, d'où l'organisation d'une formation sur la prévention des maladies invalidantes chez les enfants. On peut avoir une origine pendant la grossesse, avant la naissance de l'enfant. Il peut y avoir également des manifestations ou alors des circonstances au cours de l'accouchement jusqu'au 28e jour de vie. Alors, pour prévenir ces maladies-là, il faut assurer un suivi correct au niveau des grossesses. Et également assurer un environnement sain, un environnement sécurisant à la maman lors de la grossesse. Il faut assurer un suivi médicalisé, un suivi correct des accouchements, avec un équipement adapté et un personnel compétent. Ensuite, les causes postnatales, ça va consister à prévenir toutes les maladies qui peuvent entraîner un handicap chez l'enfant. Sur le thème « Prévention et lutte contre les handicaps chez les enfants de 0 à 17 ans », cette conférence est une occasion de sensibiliser sur la nécessité du suivi des grossesses afin d'éviter certaines maladies qui trouvent leur origine pendant la grossesse ou lors de l'accouchement. Il ne s'agit pas d'avoir un taux de croissance infantile élevé, il faut surtout voir et analyser la qualité des enfants qui naissent. Nous avons pris l'engagement de sensibiliser la population et donc de prendre en charge directement les enfants qui vont naître et pour que la Côte d'Ivoire puisse demain espérer avoir une jeunesse apte et en bonne santé. Ce qu'on ne sait pas ici, on a vu ça aujourd'hui. Étant enceinte, il faut aller à l'hôpital, faire les consultations prénatales, tout et tout. Mais bon, prendre les médicaments normalement. Ce séminaire est une initiative du centre kinémédical qui s'est donné comme mission la rééducation fonctionnelle et la kinésithérapie pour les personnes atteintes de handicap physique. Et toujours sur le thème de la formation, 10 étudiants ivoiriens sélectionnés selon des critères bien définis bénéficieront d'une bourse d'études pour leur perfectionnement en matière de technologie de l'information et de la communication. C'est une action de l'entreprise chinoise de télécommunications Huawei à travers un projet dénommé Des graines pour l'avenir. Patricia Omoetia. Les lauréats de l'édition 2018 ont reçu leur prix avant de passer le flambeau aux étudiants de la 3e édition. Cette 3e édition marque également l'ouverture à Abidjan d'une académie des technologies de l'information et de la communication. Pour le programme Graines de l'avenir, nous sommes à ce jour un peu plus de 400 étudiants ivoiriens formés au métier des télécoms. Plus de 50 stages pratiques et 20 stages de perfectionnement en Chine. L'objectif premier de cette académie est de donner la chance aux jeunes Ivoiriens d'être certifiés et d'être en adéquation avec le marché des innovations technologiques. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire a pour sa part relevé les progrès remarquables réalisés ces dernières années par la Côte d'Ivoire dans le domaine des TIC. Selon le ministre de l'économie numérique, le numérique est devenu un levier important de croissance économique, de création de valeur, de richesse et de transformation sociale. Former les jeunes est le meilleur investissement qu'un pays puisse faire, surtout dans le secteur du numérique, dont les enjeux futurs et actuels commandent d'avoir une expertise locale. La Chine a apporté sa contribution à la construction, entre autres, des réseaux 3G et 4G, du projet de vidéosurveillance de la ville d'Abidjan, du réseau de fibre optique et de gouvernance électronique. Le programme Seed for the Future est mis en œuvre dans plus de 100 pays à travers le monde et plus de 3000 étudiants ont déjà bénéficié de stages de perfectionnement en Chine. Le coup d'envoi de la 8e édition du Festica, le festival culturel des arts d'Abobo, s'est tenu le 29 décembre dernier. Cette édition aura pour thème « Non aux migrations clandestines ». Les détails de cette manifestation avec nous Sangaré et Pargassoro Kone. Et c'est reparti pour la 8e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo, Festica 2018.
Ce festival, tenu dans la cour de la mairie d'Abobo, vise à promouvoir les potentialités culturelles et le talent des artistes de la commune. Mieux, il permet aux habitants d'Abobo de célébrer les fêtes de fin d'année dans la gaieté. C'est la 8e édition, comme vous le constatez. C'est un festival qui est né dans la douleur, qui est né en 2011, pendant que nous étions en pleine guerre. Et c'est un cri de colère face aux préjugés et aux clichés qui sont collés à la peau d'Abobo. Pourtant, Abobo est une belle cité. Depuis que nous avons commencé, ce sont les stars locales que nous invitons. Et cette année, nous avons décidé d'ouvrir sur le monde entier la France, l'Allemagne, l'Haïti, sans oublier le Burkina Faso. Comme pays invité d'honneur cette année, le Mali, qui a présenté au public du Festica, sorti nombreux pour cette 8e édition, une grande partie de sa culture. Ça traduit vraiment toute l'amitié, la fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et donc, que le Mali soit aujourd'hui l'invité d'honneur de cette 8e édition ne nous surprend guère. Comme les années précédentes, des stands ont été dressés pour des expositions d'œuvres d'art et des articles artisanaux. À 21h, le festival prend une autre tournure avec la présence de grosses pointures de la musique ivoirienne sur la scène. Pour moi, c'est une très belle initiative parce que voilà, la jeunesse déjà de ce quartier, de cette commune a vraiment besoin de ça. Donc le festival est très bienvenu. Moi, ça me fait plaisir d'être toujours là pour pouvoir apporter mon soutien aux grands frères qui font du bon boulot. Des spectacles hauts en couleurs et en sonorité musicale qui ont pu tenir le public en haleine pendant des heures. Non aux migrations clandestines, thème choisi pour cette 8e édition. Occasion pour les artistes de sensibiliser la jeunesse sur ce phénomène qui gangrène la société ivoirienne. C'est désolant parce qu'aujourd'hui, à cause de la galère, plein de jeunes sont obligés de prendre par l'eau, espérant avoir un avenir meilleur, mais moi je déconseille ça, parce qu'ici c'est l'avenir. C'est dans l'allégresse et la liesse populaire que le lancement de la 8e édition du Festica, Festival des Arts et de la Culture d'Abobo, a pris fin. Intéressons-nous à l'actualité internationale à présent. Nous irons dans l'espace où pour la première fois, un engin spatial appartenant à la Chine s'est posé sur la face cachée de la Lune ce 3 janvier. Et de retour sur Terre, direction le Nigeria et le Mali, où dans ce dernier pays, la tuerie dans le village de Koulogon suscite encore ce jeudi de fortes émotions. L'actu en bref avec Olivier Iriebi et Abdoulaye Koné. Après la scène de violence armée commise dans le village de Koulogon qui a fait 37 morts au Mali, l'émotion est encore forte dans le centre du pays. La communauté Peul demande une action plus ferme du gouvernement. Des militaires ont été déployés dans toute la région. Des enquêtes ouvertes par les autorités judiciaires ont déjà permis l'arrestation d'une vingtaine de personnes présumées. Selon les Nations Unies, en 2018, au moins 195 civils ont été tués dans les violences communautaires au Mali. Des combattants du groupe terroriste Boko Haram ont attaqué mercredi 3 bases militaires dans l'état de Borno sans faire de morts dans les rangs de l'armée régulière. Selon un officier de l'armée nigériane, les soldats ont été submergés et forcés de battre en retraite après de violents combats avec les terroristes. Ces derniers mois, le groupe Boko Haram a intensifié ses opérations contre des militaires, tuant plusieurs dizaines de soldats. Depuis 2009, Boko Haram a fait au moins 27 000 morts et provoqué une grave crise humanitaire avec près de 2 millions de déplacés. La Chine a réussi jeudi le premier atterrissage jamais réalisé d'un engin spatial sur la face cachée de la Lune, une première dans l'histoire de l'exploration de l'astre de la nuit. Le module d'exploration Chang'e E4 a quitté la Terre le 8 décembre dernier et s'est posé sans obstacle jeudi à 2h26 GMT. C'est la deuxième fois que la Chine envoie un engin explorer la face cachée de la Lune depuis 2013.
Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain Kolo Koulibaly pour d'autres informations. Merci et bonne soirée.